Le 11 novembre dernier a été votée par le Parlement européen la directive AIFM, ce qui signifie Alternative Investment Fund Manager. Alors pour décortiquer cette question un peu technique mais non sans importance pour la vie des marchés et des investisseurs, eh bien Christian Bartholin, bonjour. Bonjour. On va rentrer un peu dans le détail avec vous. Vous êtes le secrétaire général de la société de gestion HDF. Un mot tout d'abord sur le contexte dans lequel a été passée cette directive. Et à l'origine, cette directive résulte des recommandations émanant du G20 qui souhaitait apporter effectivement plus de réglementation dans les marchés financiers et en particulier de manière à lutter contre d'éventuels risques systémiques. Il y avait un peu de règlement de compte dans l'air où les politiques voulaient montrer, notamment à l'opinion publique, qu'ils mettaient sous coupe réglée le monde de la finance. Oui, d'autant plus que certains secteurs du monde de la finance en question n'étaient pas véritablement réglementés, donc il y a eu un souci d'apporter un peu plus de discipline dans certains de ces secteurs. Alors qui vise en particulier cette directive ? Alors cette directive, on en a beaucoup parlé dans la presse comme étant une directive hedge funds. Or en fait c'est une erreur, c'est une directive dont le périmètre est beaucoup plus large que les hedge funds, puisqu'elle englobe en fait tous les fonds qui ne sont pas des fonds UCITS, c'est-à-dire des fonds immobiliers, le private equity, les hedge funds, effectivement, des fonds de fonds, des FCPI, des FCPR, donc, etc. C'est un grand panier un peu fourre-tout. Avant de rentrer davantage dans ce qu'elle implique pour les fonds UCITS, un mot justement sur ce qu'est un fonds UCITS. Alors un fonds UCITS, c'est un fonds que l'on appelle également coordonné au niveau européen, c'est-à-dire dont le fonctionnement est réglementé par la directive UCITS ou les différentes versions de la directive UCITS. On aborde maintenant la 4e version de cette directive UCITS. Donc des fonds en gros qui ont reçu le label des autorités européennes et qui peuvent exercer librement sur le sol européen. Être commercialisés librement dans les 27 pays de l'Union européenne. Alors, un des problèmes de cette directive, c'est son caractère un peu hybride. Ce n'est pas une directive produit, on l'a vu, elle s'adresse à plusieurs acteurs. Enfin, est-ce que... Alors effectivement, ce n'est pas, contrairement à la directive UCITS dont on vient de parler, ce n'est pas une directive produit. C'est une directive qui est tournée vers les sociétés de gestion et vers la commercialisation des fonds gérés par ces sociétés de gestion. L'idée derrière, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours une idée quand même du régulateur, c'est de se dire il faut mieux encadrer la commercialisation. On est dans le sillage de Madoff aussi, que de ne pas essayer finalement que l'épargnant, la veuve de Carpentras presque, se fasse piéger. Alors on est dans le sillage des retombées de la crise d'une manière générale, éventuellement dans le sillage Madoff. L'idée était, encore une fois, d'apporter une réglementation à des secteurs qui étaient peu réglementés jusqu'à présent. Alors parler de la veuve de Carpentras n'est pas tout à fait exact, en ce sens que cette directive concerne et est à destination des investisseurs professionnels. D'accord. Donc on ne peut pas dire que c'est accessible au grand public, c'est pour encadrer le marché B2B. Non, c'est effectivement pour encadrer ce marché, étant entendu que la commercialisation des mêmes fonds non-UCITS auprès de la clientèle des particuliers reste du ressort des superviseurs nationaux de chaque pays de l'Union européenne. Alors là aussi, il y a eu un débat sur justement qui avait le droit de délivrer ces labels, puisqu'il y avait une version plutôt supranationale, une version européenne, et puis une version plutôt plus nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les enjeux aussi ? Alors effectivement, au niveau du passeport et du mécanisme d'octroi du passeport, plusieurs versions ont été envisagées. Le passeport, c'est ce qui permet de voyager justement d'un pays à l'autre et de commercialiser son produit quand on est un fonds français, par exemple, en Allemagne, et réciproquement. Voilà, exactement. Et donc un des débats provoqués par cette directive AIFM concernait le mécanisme d'octroi de ce passeport européen. Deux versions ont vu le jour. L'une d'elles, défendue par la France, consistait à ce que ce passeport soit octroyé par l'ESMA, la future autorité européenne des marchés financiers, connue également sous le nom de AEMF, de manière à avoir un point central pour délivrer effectivement ce passeport européen. Ce n'est pas cette version qui a gagné ? Non, en définitive, c'est la version anglaise qui a, comme souvent dans le cadre d'un certain nombre de compromis, été retenu et qui prévoit que ce passeport soit octroyé par les superviseurs des pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire l'AMF en France, soit l'AMF en France, la FSC en Bretagne, le BaFin en Allemagne, etc.
Il y avait une autre problématique, d'autres querelles, d'autres enjeux, parce que dès qu'on cherche finalement à organiser ce petit monde, ça peut poser quelques questions. C'était sur la notion de levier et puis sur d'autres points aussi à venir. Alors de très nombreuses problématiques qui ne sont pas toutes réglées aujourd'hui, parce qu'on attend maintenant des mesures dites de niveau 2. Pour ce qui est par exemple du levier, cette question a été évoquée dans le cadre de la lutte contre le risque systémique. Mais dans le texte actuel de la directive AIFM, c'est-à-dire directive de niveau 1, il n'y a pas de définition du levier. On attend donc dans le cadre des mesures de niveau 2, une ou des définitions de ce levier. Il y a beaucoup de points où ça frotte, vous le dites, une centaine de points, enfin où ça frotte. En tout cas, ce n'est pas encore très clair. Et est-ce qu'il y a des gros enjeux d'un point de vue industriel pour l'industrie de la finance et en fonction des pays notamment? Alors il y a des enjeux effectivement nombreux. D'abord il s'agit, comme vous le disiez, puisqu'il y a une centaine de points qui n'ont pas de définition précise ou opérationnelle dans la directive de niveau 1, il s'agit de les définir de manière à les connaître, de manière à les comprendre. Il en existe par rapport non seulement à cette question du levier, il en existe par rapport également aux dépositaires, puisque le dépositaire, le régime retenu par la directive AIFM pour le dépositaire des fonds AIF est un régime en fait plus strict que celui qui est à l'heure actuelle défini par la directive UCITS pour des fonds qui sont dirigés vers le grand public. Et il y sera certainement remédié à cette situation et il faut s'attendre à ce que la future directive UCITS aligne le régime des dépositaires de fonds UCITS sur celui des dépositaires des fonds AIF. Mais en attendant, j'imagine que ça gêne un peu l'industrie financière qui est la vôtre. Alors effectivement, l'industrie attend des réponses plus précises. Elle n'est pas passée loin aussi du chaos, parce qu'à une époque, il était même question d'interdire la commercialisation de fonds extra-européens. Alors, interdire la commercialisation passive de fonds extra-européens, effectivement, mais la directive qui a vu le jour le 11 novembre préserve la liberté d'investissement pour les investisseurs professionnels européens dans des fonds de pays tiers qui n'ont pas le passeport dont on vient de parler. Comment est-ce que vous êtes devenu un spécialiste de ces questions, en fait, d'un point de vue professionnel? Bien, pour au moins deux raisons. La première, tout à fait immédiate, c'est qu'une société telle que HDF Finance, qui est un gérant de fonds alternatifs, est directement concernée par cette directive. Il a fallu aller faire du lobbying, défendre vos points de vue? Absolument, à Paris, à Bruxelles. Vous êtes senti seul, là, ou c'est bien passé? L'AFG, l'Association française de la gestion, a été extrêmement dynamique également sur ce dossier. Mais ça a nécessité effectivement de nombreuses interventions au niveau aussi bien parisien, AMF ou Trésor, et au niveau de Bruxelles. Je le disais en introduction, voté par le Parlement le 11 novembre dernier, son entrée en vigueur est prévue comment? Alors son entrée en vigueur est prévue par étapes. D'abord, première étape 2013, entrée en vigueur de la directive AIFM et mise en place du mécanisme de passeport, mais uniquement pour des fonds domiciliés en Europe et gérés par des sociétés de gestion également domiciliées en Europe. 2 ans plus tard, donc 2015, et après avis favorable de l'ESMA, l'autorité qui supervise un peu les autres autorités. L'AEMF, l'autorité européenne des marchés financiers, élargissement du mécanisme de passeport à des fonds domiciliés dans des pays tiers, et qu'ils soient d'ailleurs gérés par des sociétés de gestion européennes ou non européennes. Et puis, 3 ans plus tard, 2018, autre étape importante, et toujours après avis favorable de l'ESMA ou AEMF, fin des régimes nationaux de placement privé. Christian Barthelin, en tant que professionnel justement de ces questions, au final, comment est-ce que vous voyez cette directive? Plutôt comme une bonne chose, une mauvaise chose? Quels sont les points favorables et négatifs? Alors des points, elle n'est pas parfaite cette directive, mais elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de créer un cadre, et elle a le mérite de permettre une meilleure commercialisation des fonds AIF en Europe. Donc ça c'est un point positif, sans aucun doute. Elle va renforcer la concurrence, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faut s'attendre, par exemple, sur le marché français, après 2015 en tout cas. Alors, plus d'offres dans cette catégorie? Beaucoup plus d'offres, effectivement, dans ces différentes catégories de fonds. D'accord. Et des points négatifs? Les points négatifs, bien, il y a toutes les incertitudes qui règnent encore aujourd'hui, mais qui devraient être levées d'ici un an et demi. Comme autre point négatif,
Je dirais que ce qui est regrettable, c'est que dans le projet définitif qui a donc été voté le 11 novembre de cette directive, n'a pas été retenu le principe de réciprocité d'accès au marché étranger, ce qui avait été prévu par un certain nombre de projets intermédiaires de la directive, mais ce principe n'a pas été retenu dans le texte définitif. Donc en fait, on ouvre les portes et les fenêtres, mais ce n'est pas toujours le cas chez nos petits camarades avec qui on commerce. Effectivement, des fonds gérés par des sociétés de gestion américaines auront sans doute plus de facilité à être commercialisés en Europe que, inversement, des fonds européens gérés par des sociétés de gestion européennes aux États-Unis. Merci beaucoup, Christian Bartholin. À bientôt. Merci.